Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. Ensemble, une demi-heure, comme tous les matins, avec Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là avec Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Des violences se sont poursuivies hier soir dans plusieurs villes. Elles sont consécutives à l'arrestation brutale d'un jeune homme par la police, Théo. Ceci s'est produit il y a maintenant une dizaine de jours. Et pour Mohamed Meshmash, qui est l'animateur du collectif Assez le Feu, il était votre invité hier, Fabienne. Le problème auquel sont confrontés les jeunes dans les banlieues, les personnes dans les banlieues, dit-il, c'est que, en fait, depuis plus de 10 ans, les émeutes de 2005, il y fait référence, on va l'entendre, ils ne sont confrontés qu'à la répression policière. On écoute Mohamed Meshmash. Je pense qu'on n'a pas retenu honnêtement ce qui s'est passé en 2005. On n'a pas pris la mesure de ce qui s'était passé réellement en 2005. Je veux dire, les réponses qu'on a eues, elles ont été plutôt de l'ordre répressif. À l'époque, il y a eu un état d'urgence qui avait été décrété quand même. Et tant que politiquement, cette réponse n'est pas saisie par les responsables politiques, on n'y arrivera pas. Je veux dire, moi, j'en ai peut-être un petit peu marre de me retrouver à chaque fois que ça explose sur ces débats-là, quoi. C'est une critique qui vous concerne, Jean-Christophe Cambadélis, parce que ce que dit Mohamed Meshmash, c'est que 2012 est passé, aucun changement dans la politique. Ce qui n'est pas vrai, mais la situation est très difficile. Je pense que depuis les émeutes de banlieue, il y a une stigmatisation. Elle existait auparavant, mais elle s'est très développée. Et vous ne pouvez pas prendre la manière dont on regarde les banlieues indépendamment de la situation politique et de la montée de l'identitaire dans la vie politique et quelque part de cette stigmatisation des banlieues. Or, dans les banlieues, il y a une énergie considérable. Et l'erreur, à mon avis... L'erreur de qui ? L'erreur du gouvernement, par exemple ? De tout le monde, oui. Soyons œcuméniques ce matin. C'est que ce que l'on propose aux banlieues, c'est les services publics. Et ce que veulent les jeunes de banlieue, c'est innover par eux-mêmes. Il y a un problème de dérive, enfin pas de dérive, mais de coupure dans ce que l'on peut proposer aux jeunes. Il faut être plus libéral qu'étatiste. Je crois que... venant de vous, c'est intéressant. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que Macron est assez populaire dans les banlieues. Au fond, il y a une dimension que nous avons portée, à savoir le retour des services publics dans les banlieues, mais la perspective d'intégrer le service public n'est pas la perspective des jeunes dans les banlieues. Ils veulent pouvoir créer leur boîte, faire des start-up. Il y a une inventivité, une énergie dans les banlieues qui n'est pas prise en compte, et c'est pourtant la France de demain. Et donc, du coup, Emmanuel Macron, c'est vous qui le dites, est populaire dans les banlieues. Dans ce petit livre, en partie rouge, mais pas tout à fait, qui étaient les propositions de François Hollande pour l'élection, il avait promis, c'était la proposition numéro 30, je lutterai contre le délit de faciès. On en avait compris qu'il y aurait un récépissé pour les contrôles. Eh bien, 5 ans plus tard, il n'y a toujours rien. Est-ce que les promesses sont faites pour ne pas être tenues ? Je pense que c'est pas le sujet. Ce n'est pas, puisque nous avons imposé la possibilité d'avoir le suivi par vidéo. Oui. Ce qui revient strictement au même. C'est pas ça qui aurait... C'est pas en ayant le récépissé qu'on n'aurait pas eu l'incident que nous avons connu. C'est plus qu'un incident. Oui, mais c'est pas ça. Non, mais ça fait partie des choses symboliques qui peut-être étaient demandées et qui n'ont pas été faites, comme le droit de vote. On est dans le vieux monde. C'est-à-dire que on ne comprend pas ce que veulent vraiment ces jeunes dans les banlieues. Et donc, on est dans le respect, il faut le respect. Évidemment. On est dans la nécessité que les services publics soient présents, évidemment. On est dans il faut que ce ne soit pas des zones de non-droit, absolument. Mais c'est pas ça le fond. Le fond, c'est qu'ils se sentent totalement exclus et ils ne peuvent pas accéder à la société telle qu'elle est aujourd'hui. Le changement, ça a été jamais. Non seulement ça n'a pas été maintenant, mais pour eux, ça a été jamais. Mais vous ne pouvez pas dire ça, puisque le travail a été fait. Mais, au fond, ce n'est pas exactement ce que veulent les jeunes. C'est ce que nous voulions pour les jeunes, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent, eux. Est-ce que vous partagez le sentiment que le ministre de l'Intérieur a été trop longtemps absent dans ce débat ? Non, je trouve qu'il gère la situation très bien, parce que il faut à la fois être en capacité de faire respecter l'ordre, et il faut gérer psychologiquement la situation. Par le silence ? C'est-à-dire, oui, le silence a son importance. Il ne faut pas en rajouter. Et moi, j'appelle tous les responsables politiques à ne pas instrumentaliser
cette situation. Ils auraient tort. Vous dites que le silence a son importance, mais on a quand même noté la présence du chef de l'État assez rapidement au chevet du jeune homme qui a été arrêté dans des conditions donc violentes par la police, a été plutôt utile, semble-t-il. Donc mais à partir du moment où le président... La présence politique a eu l'air de porter plus que l'absence. À partir du moment où le président de la République a fait ce geste, pourquoi faudrait-il en rajouter? Il fallait laisser toute la symbolique de ce geste, c'est-à-dire que l'État français était là, présent. Vous dites on n'a pas compris ces jeunes, et Marine Le Pen, elle s'adresse à une globalité des habitants de ces banlieues, et qu'elle dit qu'ils n'en peuvent plus, au-delà de ces jeunes. Et à ces gens-là, est-ce que vous leur parlez? On leur parle. Venez dans le 19e arrondissement, vous verrez que c'est pas trop la banlieue, mais bon. Mais il y a quelques quartiers dans le 19e je qui sais sont... bien, mais bon, là, on parle vraiment au-delà du périph', monsieur le député. Bien sûr, ça m'arrive de le passer. Moi aussi. Donc, je crois que... Qu'est-ce que fait Marine Le Pen? Elle les stigmatise. Elle dit que, quelque part, c'est de la racaille et qu'il faut mettre de l'ordre dans tout cela. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on réglera le problème. On va créer une situation de grand désordre si on y va sur cette orientation. Le bilan est-il minoré? Le bilan des violences, les voitures brûlées, les magasins saccagés c'est aussi une accusation qui est faite au gouvernement de ne pas être très transparent sur le bilan de ce qui se passe depuis plusieurs nuits dans certaines banlieues françaises. Écoutez, je ne crois pas, vu le nombre d'organisations syndicales, de policiers, si on faisait ça, ça serait déjà présent sur vos plateaux. Et pourquoi est-ce que le chiffre des violences policières est un chiffre qui est si difficile à trouver statistiquement sur l'année, tout simplement? Je crois qu'on le trouve. Nous avons une situation où nous avons des résultats. Ils sont corroborés par tout le monde. Et je pense que c'est un mauvais procès que l'on fait, si je puis dire, aux forces de l'ordre. Parce qu'il y a eu, et je vous en parle parce que ça ressortira forcément, il y a eu cette information dans l'Humanité, vous l'avez peut-être vu, qui a été confirmée par France Inter et qui dit que le commissaire d'Aulnay-sous-Bois avait été condamné déjà en 2008 pour ne pas avoir su mettre fin à des violences policières. On parlait là d'enjoliveur entre les fesses d'une personne qui venait d'être arrêtée. Voilà ce qui est en train de monter en ce moment. Écoutez, donc vous sentez ce qui va aujourd'hui. Oui, mais vous sentez ce qui peut se passer. Il y a eu l'inspection générale de la police qui est intervenue. On a mis en examen, si je puis dire. C'est vrai, mais vous entendez les gens qui sont en train de dire encore. C'est juste ça, encore une fois. C'est ce qu'ils disent en ce moment dans les banlieues. Oui, mais c'est parce qu'il y a un vrai malaise qui n'est pas simplement sécuritaire. Et il est 8h40 sur France Info. Laurent Sénéchal pour 1 minute et on y revient juste après. Des parlementaires, les Républicains, réclament à nouveau le retrait de François Fillon. Le candidat de la droite à la présidentielle est visé par une enquête pour détournement de fonds publics, ce qui empêche une campagne sur le terrain, estime le sarkozyste Georges Fenech, qui était pourtant rentré dans le rang. Emmanuel Macron, lui, est en Algérie. Le candidat du mouvement En Marche a rencontré le Premier ministre Abdelmalek Sellal avant un meeting devant 300 Français installés hier soir en Algérie. Déplacement de François Hollande sur le thème de l'emploi des jeunes à Aubervilliers, près de Paris. Les banlieues sont sous tension depuis l'arrestation très violente de Théo, 22 ans, à Aulnay-sous-Bois il y a 2 semaines. 4 policiers sont mis en examen dans cette affaire, dont un pour viol. Les autorités américaines tentent de réparer le barrage d'Oroville en Californie après des semaines de fortes pluies. Le déversoir d'urgence est érodé et menace de céder. 200 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. Désormais, 4 départements en vigilance orange à cause de la pluie. L'Aveyron, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. 13 000 foyers sont toujours privés d'électricité un peu plus à l'ouest, en Dordogne ou dans le Lot-et-Garonne. La réparation des lignes électriques reprend ce matin. Jean-Christophe Cambadélis est avec nous sur France Info jusqu'à 9h. Question Gilles Bornstein. Oui, à 2 mois du premier tour, c'est le grand temps des discussions. Et alors, il y en a un qui n'a pas très envie de discuter avec votre candidat. C'est votre ex-camarade Jean-Luc Mélenchon. On l'écoute. Tout le monde nous pousse à nous embrasser parce que ça ferait joli sur la photo. Mais c'est pas raisonnable. On ne se paiera pas ma tête en me faisant des bisous partout pour ensuite essayer de me faire avaler des Carvounas, des Valls, des El Khomri, des Marisol Touraine. Voilà, c'est tout. Voilà, l'ennemi, c'est le PS. Non, vous savez, Mélenchon, il a son quart d'heure chasseur de tête. Un gros quart d'heure. Non, parce que... qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Benoît Hamon était l'expression d'une vague, et que cette vague venait de lui d'ailleurs. Et je constate que la vague vient de lui, mais il ne veut pas la prendre. Il reste sur le rocher. Il a tort. Parce qu'aujourd'hui, si la gauche est fragmentée, c'est Marine Le Pen qui l'emporte. Alors, il y a un moment donné, on peut s'amuser,
On peut s'envoyer à la tête des personnalités qui sont soit au Parti socialiste, soit au Front de gauche. Tout le monde a ses têtes. Mais est-ce que c'est raisonnable dans une situation où le Front National est à deux doigts d'arriver au pouvoir? Vous imaginez un seul candidat de la gauche? Aujourd'hui, il y en a 3. Pour aujourd'hui, il y en a Jadot, 3. Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon. Votre souhait, c'est qu'il y en ait qu'un? Discutons. Discutons. La pédagogie de la discussion. Pas discutons pour discuter, il y a des années. Non, il y a un but. Est-ce que le but, c'est qu'il n'y ait qu'un seul candidat? Je préférerais qu'il n'y ait qu'un seul candidat. Au profit de qui? Je ne sais pas vous dire vous imaginez, maintenant, parce qu'il n'y aura pas de discussion. Est-ce que vous pouvez imaginer Benoît Hamon se retirer au profit de Jean-Luc Mélenchon? Je l'estime pas possible à cette étape. Mais qu'est-ce que je dis? Je dis qu'on est en train de discuter avec Monsieur Jadot. Monsieur Jadot, lui, l'envisage à partir du moment où on aurait une plateforme commune. C'est une dynamique qui commence. Jean-Luc Mélenchon ne peut pas rester sur l'Aventin en disant « je ne discute pas parce qu'il y a 3 têtes qui ne me plaisent pas ». Est-ce que c'est de quel niveau politique, ça? Donc le but, c'est bien qu'il n'y ait qu'un candidat. Le but, c'est de discuter parce qu'il y a les présidentielles et puis il y a les législatives. J'observe que Jean-Luc Mélenchon, non seulement n'aime pas des têtes de responsables du Parti socialiste, mais présente des candidats dans toutes les circonscriptions, là où il y a des communistes. Mais on parle essentiellement de l'élection présidentielle. Voilà, mais quand même, il y a un moment donné où il faut avoir un petit peu le sens unitaire de la gauche, vu la situation. Si vous n'imaginez pas le retrait de Benoît Hamon au profit de Jean-Luc Mélenchon, c'est que vous pouvez plus facilement... Moi, je ne dis pas, au point de départ, je ne dis pas ce que pense Jean-Luc Mélenchon. Dégage. Je dis discutons. Ce qui me semble une position normale entre hommes et femmes de gauche. Il nous avait dit il y a quelques jours qu'il était prêt à prendre un café. Prenons le café. Allez, un café. Alors, prenez-le, vraiment. Alors, parce en buvant ce café, vous parlerez vraisemblablement de la loi El Khomri, dont Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon exigent la suppression. Est-ce que pour aller dans le sens des discussions, vous êtes prêt à accepter la suppression pure et simple de la loi El Khomri? Moi, non. Mais Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon peuvent en discuter. Ils ont des positions... Vous n'êtes pas favorable Non. Parce que le vous savez, moi, je l'ai voté. soutenez... Donc, enfin, je l'ai voté, je l'ai soutenu. Oui, puisqu'on n'a pas voté. Voilà. Mais le candidat que vous soutenez, Benoît Hamon, lui, il veut la disparition de la loi El Khomri et pas vous. Oui, et maintenir un certain nombre d'aspects de cette loi. Bon, il n'est pas très précis là-dessus, hein. Ah là, vous exagérez. Il a été précis dans le débat avec Manuel Valls. Mais c'est le candidat. Donc moi, je suis obligé de prendre le candidat tel qu'il est, avec ses mesures. Il a été élu, contrairement à Jean-Luc Mélenchon. Il a eu 1,5 million de citoyens qui ont voté pour lui. Donc je dois le prendre en compte. C'est que donc les gens se sont retrouvés dans ce qu'il proposait. Je ne peux pas faire comme si ça n'avait pas existé. J'étais pour la primaire a eu lieu, elle a été un succès, et ça a mis notre candidat en situation de discuter avec tous les autres, et peut-être d'être au second tour. Oui, face à... voilà, mais donc je suis obligé de prendre... Vous n'êtes pas d'accord, ce qu'on note là, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que propose le candidat, mais après... Mais comme je n'étais pas d'accord avec tout ce que proposait Manuel Valls, vous savez, j'ai mon autonomie de gestion. Et alors, Madame El Khomri, qui serait candidate aux élections législatives, on va condamner la loi et on va demander aux électeurs de voter pour son autonomie. Mais c'est la présidentielle. Vous m'avez fait le reproche tout à l'heure. Oui. Nous sommes dans la présidentielle. Mais c'est Madame El Khomri n'est pas candidate à la présidentielle. J'ai bien compris. Elle est candidate aux élections législatives. Donc à partir de là, elle défend, comme chaque candidat aux législatives. C'est compliqué quand même, non? Mais non, c'est pas compliqué. Vous avez un candidat à l'élection présidentielle qui a été désigné par des électeurs. Voilà. On lui posera la question à elle. Mais lui demandera. Si Myriam El Khomri vote pour Benoît Hamon, qui veut supprimer la loi qu'elle a présentée au nom du gouvernement... Vous verrez ce qu'on dira sur cette loi au final. C'est-à-dire ? Je pense qu'il y a toute une série d'aspects dans cette loi qui sera reprise. Si on fait une loi, si on dit on va supprimer la loi El Khomri, c'est pour en mettre une autre. Dans cette nouvelle loi, il y aura tous les aspects positifs qu'a souligné Benoît Hamon de cette loi, c'est-à-dire le CPA, la formation professionnelle. Alors pour changer la loi, il faudrait gagner la présidentielle, peut-être. Mais on va la gagner. D'accord. Vous allez gagner. Ok. Bon, ça c'est une prédiction. Est-ce que, puisqu'il y a une discussion qui est entamée avec le candidat des écologistes, Yannick Jadot, est-ce qu'il faut renoncer au projet de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes ? C'est une discussion qui se mène avec le candidat. Vous connaissez notre position à partir du moment où il y a eu à la fois un référendum, donc encore une fois, la démocratie a parlé. Il y a eu une élection législative partielle d'ailleurs dans cette circonscription. Il faut pouvoir maintenir ce qui a été décidé. Benoît Hamon dit exactement l'inverse. Il demande la fin de la déclaration d'utilité publique. Il demande la fin de la déclaration d'utilité publique et c'est ce qu'il a défendu, encore que ce
fait pas au centre de son programme. Validé par 1,5 million de personnes, comme vous venez de le dire. Et donc la fin de l'aéroport. Nous sommes dans une discussion avec les écologistes sur le sujet. Mais non, il n'y a pas de boulot, c'est pas ça. Mais attendez, quand vous discutez avec d'autres formations politiques, s'ils sont d'accord avec tout ce que vous dites, il n'y a pas besoin de discussion. Bon, là, il y a des désaccords, ces désaccords sont surmontables. Il faut essayer de trouver le chemin pour les surmonter. On s'est aussi posé une autre question. Vous soutenez le programme de Benoît Hamon, mais vous n'êtes pas d'accord, moi. Il veut taxer les robots. Nous, on ne sait pas ce que c'est, les robots. Est-ce que vous savez, vous, ce que c'est? Vous voulez qu'on aille dans une usine où il y a des robots? Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'aujourd'hui, dans la situation telle que nous la connaissons sur l'automatisation du travail, il faut taxer les robots pour pouvoir créer les conditions. C'est rétroactif ou pas? Pardon. Ouais. Non, mais c'est une vraie question. Non, mais c'est pas rétroactif, ça n'existe pas, les lois rétroactives. On va dire à tout chef d'entreprise qui veut automatiser un poste de travail, hop, on va vous taxer. Ah ouais? Et vous pensez que ça va être bon pour l'économie, ça? Vous qui disiez qu'en banlieue, il fallait être plus libéral qu'étatiste, vous pensez que ça va être bon pour l'économie, ça? Mais la question qui est posée, c'est combien ça bouffe d'emplois, non? Ouais. Bon, donc vous vous en foutez, vous, les gens qui sont mis au chômage? Non. Je me fous pas de grand-chose dans ma vie, mais là, je me demande si c'est quelque chose qui correspond aux nécessités de l'économie moderne. C'est ça la question. La question qui est posée, c'est un équilibre entre l'économie moderne et l'emploi. Si on veut taxer les robots, c'est pour permettre d'installer une nouvelle sécurité sociale professionnelle. C'est ça la question qui est posée. Ça ne va pas empêcher la modernisation des entreprises? Bon, absolument pas. Ça dépend, ça combien vous taxez. Bon, la taxe... Mais personne ne le sait en fait. Ben, bien sûr, ça n'a pas été dit pour l'instant. Vous ne le savez pas non plus. Bon, on est en train de travailler sur cette question. C'est pas un peu flou tout ça? C'est pas un peu flou, non. C'est assez clair. C'est le cap que nous nous sommes fixés. Qu'il y a un cap, c'est l'essentiel. Ah bah oui, parce qu'après, vous pouvez naviguer. Voilà. Un pic et un rock aussi. Il est 8h50 sur France Info. Laurent Sénéchal. Le président François Hollande à Aubervilliers, puis Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur à Sarcelles, l'exécutif en banlieue parisienne après 2 semaines de tension. Elles sont nées de l'arrestation très violente de Théo, 22 ans, à Aulnay-sous-Bois il y a 2 semaines maintenant. 4 policiers mis en examen dans cette affaire, dont un pour viol. Recueillement et hommage ce matin aux victimes de l'avalanche à Tignes en Savoie. 4 personnes mortes hier alors qu'elles traversaient le secteur à pied, leur snowboard à la main. L'avalanche s'est déclenchée à quelques dizaines de mètres seulement des remontées mécaniques. Le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump démissionne. Michael Flynn, accusé de liens inappropriés, voire illégaux avec la Russie. L'administration Obama a accusé le Kremlin d'ingérence pendant la campagne qui a porté Donald Trump au pouvoir. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne les essais nord-coréens de manière unanime. Même l'allié chinois parle de graves violations de résolution de l'ONU. La Corée du Nord a tiré ce week-end un missile vers le Japon. Il a parcouru 500 km avant de terminer sa course en mer. France Info. Jean-Christophe Campadelis est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Question Jean-Michel Apathy. François Fillon rentre aujourd'hui de La Réunion. Peut-il rester, selon vous, candidat à la présidence de la République, Jean-Christophe Campadelis? Il va falloir que le parti Les Républicains tranche vite. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat possible. Parce que tout le monde ne parle que de l'affaire Fillon. Or, nous sommes quand même à 9 semaines de la présidentielle. Donc, soit il reste, et c'est terminé, et le Parti républicain le dit ce soir, il restera candidat, et on n'y revient plus. Soit il change. Il y a aussi la justice. Il y a la justice, mais ils prennent leurs responsabilités. Soit ils le changent ce soir, mais la situation telle qu'elle est aujourd'hui, le feuilleton Fillon, moi je dis, ça suffit. Il y a une présidentielle. Aujourd'hui, il y a des débats extrêmement importants. Et pendant ce temps-là, tranquillement, tout doucement, dans le silence le plus absolu, le Front National progresse. Personne ne peut installer un vrai débat. Donc, il faut lever l'hypothèque Fillon. Il reste ou il s'en va, mais ça ne dure pas. Les mises en cause par François Fillon et ses avocats du tribunal... du parquet national financier vous paraissent fondés? Non. Mais c'est un débat de juristes pour savoir s'il y a mise en cause de la séparation des pouvoirs. Je ne pense pas. C'est un artifice qu'ont avancé les avocats pour rendre obsolète la décision du parquet
national financier. Mais la pression de la justice, du coup, existe toujours sur cette campagne. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut l'arrêter. Quoi? Il faut l'arrêter, il faut dire de toute façon il sera candidat, point. Ou de toute façon on en change, point. Il faut arrêter d'être dans cet entre-deux où un jour des parlementaires se réunissent dans un sous-sol du Palais Bourbon pour dire, ou du Café Bourbon, pour dire qu'il faut qu'il s'en aille, et le lendemain le candidat dit je reste, le troisième jour certains préparent la candidature d'un autre candidat. Ce feuilleton-là n'est pas possible. Mais pour vous, est-ce que ça change vraiment quelque chose, finalement? Après tout, c'est un problème qui est attendre que ça se posé termine. à la droite. Ce qui change quelque chose, c'est qu'on parlera d'autre chose. Mais c'est le problème posé, il est posé à la droite. C'est à eux de voir s'ils veulent garder Fillon ou pas. Vous êtes parlementaire vous-même depuis 1988. Oui, ça fait un moment maintenant. Oui, oui. C'est pratique parce que beaucoup disent, mais François Fillon, il a fait ce que d'autres ont fait. C'est pratique. Les pratiques de François Fillon vous ont sincèrement choqué ou c'est un peu artificiel comme émotion? Moi, vous savez, moi je suis sur une position qui n'est pas partagée. Ça ne me gêne pas d'employer sa femme ou ses enfants. Moi, ça ne me gêne pas. Mais il faut qu'il travaille. C'est là où ça me gêne. C'est juste pour vous la réalité ou pas de l'emploi qui compte? Bien sûr. Parce que sinon, c'est un salaire déguisé. Parce que c'est ça qui choque. Vous savez, sur les marchés, les gens, ce qu'ils disent, c'est l'utilisation des fonds publics. Et ce qu'on me dit, à juste raison, c'est est-ce qu'elle a travaillé ou pas travaillé? Si elle a travaillé, basta, on n'y revient pas. Mais si elle n'a pas travaillé, ça veut dire qu'il augmentait son salaire par un transfert d'argent public qui devait être fléché sur un assistant parlementaire pour lui. Donc il y avait quelque part un enrichissement. Mais vous, le parlementaire, plus de transparence, ça vous gêne? Vous dites à un moment, non, il faut mettre le haut là, ou vous dites, d'accord, ouvrons encore plus les vannes? Je crois qu'on a fait énormément de choses, on continuera à faire les choses, mais on continuera à accentuer la transparence. Moi, je n'ai pas de souci là-dessus. Mais à un moment donné, on va être tellement transparent qu'on va voir à travers. Hein. Je veux dire, bon. C'est le but, hein. Oui, d'accord, mais je ne connais pas d'autres professions. Je ne connais pas d'autres professions qui soient à ce point-là contrôlées. Ben oui, on contrôle plus les parlementaires que les policiers, que les banquiers ou que d'autres professions. Ah. Je m'arrêterai là. Vous arrêterez là, je croyais que vous alliez en ajouter. Oui, mais on est quand même... Gilles, vous avez promis d'exclure du parti que vous dirigez tous les parlementaires qui soutiendraient Emmanuel Macron. Alors il y en a un, c'est le maire de Lyon, qui est par ailleurs sénateur, qui ne cache pas son soutien à Macron. On va l'écouter et puis on en reparlera. Moi, je soutiens Emmanuel Macron, peut-être parce qu'avant quelques autres, j'avais vu qu'il y avait quelques failles dans la façon dont le pays était gouverné. Alors, il se trouve que Gérard Collomb sera à votre place demain. Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'il va être viré du PS? Et je lui dis, vous lui dites, c'est très simple. Il y a un désaccord entre Collomb et Cambadélis sur le candidat à l'élection présidentielle. S'il signe le soutien, il signe le soutien. Il l'a pas fait encore. S'il parraine, Bien sûr qu'il va parrainer Emmanuel Macron. Laissez-moi terminer. Ah, s'il parraine Macron, il ne sera plus au Parti Socialiste et on se retrouvera beaucoup plus tard parce qu'on est très amis. Oui, mais il y en aura pas mal des comme ça. Hein. Mais bien sûr. C'est-à-dire ne plus accorder d'investiture aux élections. Mais sans problème. Ça vous paraît étonnant. Vous savez, j'ai dit exactement la même chose sur le dépôt de la motion de censure. J'ai dit que le problème n'était pas d'en parler, mais de la voter. Tous ceux qui votaient la motion de censure étaient exclus. Ça n'a pas été jusqu'à son terme. J'ai exactement la même attitude par rapport à Emmanuel Macron. Tout le monde comprend qu'on ne peut pas à la fois être joueur du PSG et jouer avec Monaco. C'est pas possible. Bon, alors pourquoi le Parti Socialiste serait la seule formation au monde? Il y a des transferts, mais... les transferts sont acceptés. Mais écoutez, si quelqu'un du Front National parrainait Fillon, il reste combien de temps au Front National? Si quelqu'un du Parti communiste parrainait Hamon, il reste combien au Parti communiste? Etc. Moi, je dis, nous avons un candidat. De certains points de vue, Collomb a été cohérent, puisqu'il est parti avant la primaire. Lui, il est parti avant la primaire, avec quelques-uns de ses amis. Ils ne sont pas très nombreux d'ailleurs, mais il est parti avant. Donc les autres, ils ont accepté la primaire. Si Ségolène Royal appelle à voter Macron, ce qui n'est pas du tout exclu, vous la virez du parti? Pour l'instant, elle n'est pas sur cette orientation-là.
Et faites attention, on dit beaucoup de choses sur elle. Je ne suis pas certain qu'au final, elle soit sur cette position. Bon, vous avez peut-être des informations. Emmanuel Macron, ça peut être peut-être qualifié pour le second tour face à Marine Le Pen. Ça peut être quelqu'un... Il ne faut pas insulter l'avenir avec Emmanuel Macron. Mais moi, je voudrais éclairer le tapis. Je veux dire, où il est. Ouais, enfin, j'entends je lis dans les Échos que l'on va réduire la dépense publique à 50%. C'est exactement le programme de Fillon. C'est ça son programme? Je n'en sais rien aujourd'hui. Donc je ne peux pas non plus. Vous voyez, d'un côté, on a Fillon qui nous empêche le débat, et de l'autre côté, on n'a pas de programme. Et on nous dit, de toute façon, pour la présidentielle, l'important, c'est pas le programme. Bon, à un moment donné, c'est quand même difficile de poser un débat politique sur les uns qui obscurcissent le débat, les autres qui se dérobent du débat. C'est une élection compliquée, on le confirme. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Chance Info. Merci à tous, et on se retrouve donc demain.